Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue, Christy. Alors aujourd'hui avec toi, Sébastien Guernero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute, on parle de la dépression, mais de la dépression au sens large, un état qui touche 20% de la population. On en parle donc avec toi. La première question que j'ai envie d'aborder, quels sont les facteurs de la dépression ? Alors, les facteurs de risque de dépression, ou facteurs de vulnérabilité aussi, qu'on peut appeler comme ça, ont rarement une seule cause. C'est souvent une combinaison de plusieurs causes qui vont entraîner l'apparition de ces symptômes de dépression. Alors, il faut savoir que ce n'est pas 20% de la population à l'instant T. C'est que durant l'échelle, on va dire, longitudinale, il va y avoir forcément, à un moment donné, 20% de la population qui sera concernée. Mais sinon, c'est à peu près 5%, 7%, ça dépend des lieux aussi où on se trouve. Dans les facteurs qu'on peut repérer, il y a déjà les facteurs individuels. Le fait que d'autres personnes de la famille puissent être touchées. Donc ça, c'est quand même c'est ce qu'on appelle les antécédents, quelque part, qui soient anxieux-dépressifs, dépressifs. Le fait aussi d'avoir d'autres pathologies associées, parce qu'on sait qu'il y a un retentissement des pathologies somatiques sur la dépression. Si on a des problèmes cardiovasculaires, si on a des problèmes de Parkinson, d'arthrite, des problèmes pulmonaires ou autres, ça peut jouer, ou des maladies chroniques, puisque le fait d'avoir un problème de santé somatique, eh bien, ça va remettre en cause aussi une partie de sa vie. Il y a des facteurs sociaux aussi. On va repérer chez beaucoup de personnes des facteurs de stress dans la vie, comme le travail, par exemple, des décès, des pertes d'emploi. Donc des ruptures finalement avec sa continuité de vie. Des facteurs qu'on appelle aussi environnementaux, qui sont liés souvent au mode de vie. Ça peut être par exemple la consommation un peu abusive d'alcool, des addictions diverses et variées. Donc ça fait partie des principaux facteurs. Il y a aussi des facteurs, on va dire, qu'on peut voir chez certains, comme vivre des pertes à répétition, des décès, des deuils amoureux, etc. Enfin, un effet cumulatif aussi, du stress chronique aussi, des événements traumatisants, c'est vrai qu'on l'oublie. Il peut y avoir une résurgence des événements traumatisants, qui sont parfois liés à des formes de post-traumatisme aussi, qui sont associés, avec des maltraitances, des sévices sexuels, des abus, etc. Rarement des problématiques nutritionnelles, même s'il y a quand même un lien parfois qui peut se faire. Voilà en gros, sans compter des facteurs qui pourraient être génétiques, mais qui sont plus marqués, par exemple, pour la bipolarité que pour la dépression en tant que telle. Alors là, on a vu les facteurs de risque concernant la dépression au sens large, mais finalement, quelles sont les personnes les plus touchées par la dépression ? Alors, c'est les personnes qui ont un mode de vie particulier aussi qui peut influencer. Par exemple, on s'est aperçu que les personnes qui souffrent de solitude, alors liées aux conditions, solitude affective, de veuvage, de divorce, de séparation, vont avoir un facteur de risque ou de potentialité plus important. Donc ça joue aussi. Des facteurs aussi circonstanciels. Par exemple, un environnement professionnel qui est générateur de stress, licenciement, chômage, pression au travail, surmenage. On peut parfois avoir une association de burn-out qui va finalement se transformer en dépression, sans compter des facteurs de développement, par exemple, le carrefour, par exemple, de l'adolescence, ça peut révéler chez certains une forme de dépression de l'adolescent qui restera, et puis aussi éventuellement des événements importants, par exemple la grossesse. Il y a certaines personnes, on en reparlera, mais qui peuvent être sujettes à des formes de dépression du postpartum, par exemple. C'est une pathologie, on va dire, qui peut toucher quand même pas mal de monde. C'est pour ça que finalement, on s'est aperçu que sur des épisodes dépressifs, il pouvait y avoir entre 15 et 20% de personnes dans les populations qui pourraient être touchées. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, Doc, est-ce qu'il y a plusieurs formes de dépression et quelles sont-elles auquel cas ? Alors, effectivement, il y a plusieurs formes de dépression qui vont toucher différents types de personnes. Elles ont en gros leur facteur de risque chacune. Alors, il y a le plus connu, c'est l'épisode dépressif.
hein. C'est la forme la plus courante qui est typique de la dépression. On a un seul épisode, hein. Ça peut être une accumulation de perte d'emploi, je sais pas, rupture amoureuse, problématique de santé. Bon, tac, il y a un facteur aussi dépressif, un épisode, hein, par exemple. Il y a des dépressions aussi qu'on appelle réactionnelles. D'ailleurs, il peut y avoir des épisodes dépressifs liés à une dépression réactionnelle, donc qui est déclenchée par un événement particulier de vie. Le décès d'un proche, par exemple, bon, il y a le deuil ordinaire, donc qui est toujours dramatique, hein, et difficile à vivre, mais quand ça dure trop, ou même parfois quand on ne vit pas un deuil, ça peut revenir un peu en écho comme ça, comme un deuil différé, et qui peut se transformer en forme de dépression réactionnelle, ou des séparations conjugales, hein, qui vont amener une dépression, une perte d'emploi, enfin des choses vraiment spécifiques. On a des dépressions aussi qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire celles-là, elles sont internes, hein. Endogène, c'est vraiment interne. Donc là, il y a une humeur dépressive, une perte d'élan vital. C'est une dépression qui est interne où parfois on ne voit pas forcément de cause en tant que telle, hein. Mais en tout cas, c'est une dépression majeure, hein, souvent. Il y a des formes de dépression qu'on appelle névrotiques sur un terrain névrotique, une personnalité névrotique, des troubles névrotiques associés, où vont s'associer à un moment donné une dépression, alors qui va souvent durer, qui va être souvent légère à modérée, mais quand même assez invalidante pour la vie, hein. Donc ça joue. Bon, les dépressions du postpartum, dépression de la personne âgée, on oublie souvent les personnes âgées, mais il peut y avoir un syndrome dépressif aussi lié à l'âge, lié aussi, on va dire, à l'isolement, hein. Ça, c'est un facteur, donc c'est pour ça que c'est important quand même pour entourer les personnes aussi qui prennent un peu d'âge. On a la dépression aussi saisonnière qui est plus rare, mais qu'on voit beaucoup dans les contrées, par exemple, comme en Scandinavie, ou dans des lieux où il y a 3 à 6 mois, par exemple, on va dire, de nuit ou d'hiver un peu difficile. Donc, c'est ce qu'on appelle la dépression hivernale aussi, hein. Donc, qui peut s'expliquer par des problématiques de manque de lumière, hein. Et puis, on a des formes de dépression récurrentes, ou aussi encore des dysthymies, hein, donc des troubles de l'humeur. On a aussi des formes bipolaires, de dépression bipolaire, hein, qui peuvent arriver. Bon, on ne va pas trop détailler parce qu'il y en a tellement. Il y a aussi une forme plus rare, mais qui existe, des formes de dépression psychotique aussi, hein, qu'on va voir parfois. Voilà en gros, hein, parce qu'il y en a une multitude quand même de formes de dépression qui sont liées à la personnalité, au contexte ou à des pathologies déjà préexistantes, hein. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que d'antan, on ne parlait pas forcément beaucoup d'états dépressifs. On n'entendait pas un pourcentage énorme d'états dépressifs. Alors, pourquoi autant d'états est dépressifs aujourd'hui? Alors, il y a le fait qu'on connaissait moins, hein, ça c'est sûr. On parlait moins de dépression parce qu'on connaissait moins cette pathologie, on connaissait moins en termes d'épisodes aussi dépressifs, et on en faisait parfois aussi quelque chose d'un caractère, de quelqu'un qui pouvait présenter une certaine tristesse. On n'avait pas aussi tous les facteurs, hein, dont on a parlé, qui ont été quand même très étudiés, hein. Je dirais, ces différentes années, enfin depuis une trentaine, cinquantaine d'années même, hein, c'est quand même quelque chose qui s'est bien développé. Je crois qu'il y a une meilleure connaissance de la dépression et ses différentes formes, c'est surtout ça. Mais elle a toujours existé en réalité, hein, sauf que maintenant, on arrive mieux à l'identifier, hein, c'est surtout ça. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de dépression et de durée? Et si oui, quelle est la durée d'une dépression? Est-ce qu'il y a une durée logique en fonction des états dépressifs ou pas? Alors, un épisode dépressif, par exemple, peut durer quelques semaines, hein, quelques semaines à quelques mois. Après, ça va dépendre de la forme de dépression. Il y a des dépressions, par exemple, majeures qui vont pouvoir durer beaucoup plus, parfois, jusqu'à 1 an. Voilà. Des dépressions saisonnières, elles vont être liées à la saison. Si elles sont bien traitées, ça va disparaître. Et puis, on a des formes plus cycliques
qui s'inscrivent dans des formes de dysthymie et de dépression qui vont être un peu cycliques comme ça. Hein, donc, il y a une variabilité quand même assez importante. On peut dire qu'à minima, c'est 3 ans. Sinon, ça peut durer 3 ans aussi, enfin 3 mois, pardon, ou 3 ans, voire certaines personnes, malheureusement, qui présentent des formes de dépressivité un peu larvées qui vont durer dans le temps et qui vont nécessiter, elles, des traitements au long terme. Alors, tu parlais de pathologie, on parlait de bipolarité tout à l'heure. On sait aussi que les bipolaires peuvent être ou peuvent avoir un état dépressif. Est-ce que finalement, c'est à vie? Alors, pour la bipolarité, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans un cycle, dans la durée. Donc, il peut y avoir, par exemple, des alternances d'épisodes dépressifs, hein, unipolaires, par exemple. Mais souvent, dans la bipolarité, on en a déjà un peu parlé, il y a des alternances d'états dépressifs et d'états d'excitation psychique, d'altération de l'humeur conséquent. Donc là, souvent, il y a quelque chose dans la durée assez important. Par contre, pour des personnes qui présentent un épisode dépressif, il y a des personnes qui vont présenter un seul épisode dépressif et ils sont assez nombreux, la plupart d'ailleurs. C'est souvent circonstanciel, c'est un contexte particulier dont on sort. C'est sûr que quand on accumule beaucoup de facteurs de vulnérabilité, je sais pas, on perd son emploi, on est dans un deuil, en plus on est dans une rupture amoureuse et on n'est pas en bonne santé. Là, c'est sûr qu'on risque quand même d'avoir une dépression, mais c'est pas dit que quand les conditions vont s'améliorer, a priori, ça ira mieux aussi. Donc là, on est dans un autre type de dépressivité. Et quelle est la dépression la plus grave de toutes les formes de dépression? Alors, c'est celle qu'on appelle la dépression mélancolique. Antérieurement, c'est vraiment, ça a été bien documenté, même si maintenant c'est plus forcément celle dont on va parler dans un premier temps, ou qui va alterner, on va dire, et qui va avoir les signes de tristesse, de perte d'élan vital, un délire d'autodépréciation, enfin des facteurs assez lourds où on est toujours dans un sentiment de dévalorisation, culpabilité, on a une perte de plaisir, de désir, on ne peut plus rien faire. On est couché dans son lit, une forme de clinophilie, et on est très mal. Donc là, il y a l'idée d'ailleurs d'une souffrance morale profonde qui va s'accompagner en général du ralentissement moteur et des personnes qui peuvent carrément plus parler. C'est une forme très, très, très lourde de dépressivité, avec une forme d'anesthésie aussi affective globale qui va, se mettre en place. Donc, cette dépression sévère, elle touche que 1%. Donc, c'est relativement moindre. Voilà. Ma curiosité me pique. J'ai envie de te demander quel est le pays qui est le plus touché par la dépression? Quel est le pays le plus dépressif? Alors, c'est pas évident parce que il y a beaucoup de, il y a certaines études, je dirais, qui vont dépendre des continents. On va avoir tendance à vouloir voir son pays le moins touché. Alors, si on se référait par exemple à la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ça serait la France. Par exemple, on serait champion du monde des consommateurs d'antidépresseurs et autres. Sauf que c'est aussi pour une raison précise, c'est qu'en France, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, il y a parfois une consommation, malheureusement, un peu je dirais pas de confort, mais presque. Alors que parfois, il y a des personnes vraiment dépressives qui nécessitent un traitement. Donc, sur les pays, c'est vraiment variable. On peut avoir des zones. À un moment donné, on avait une partie des pays scandinaves qui était assez touchée quand même par la dépression et par le taux de suicide. On a eu le Japon notamment par les suicides, notamment chez les enfants. La Russie, par exemple, aussi, pour des problématiques aussi associées à des addictions comme l'alcool ou autres, qui ont augmenté. Donc, je dirais, c'est un peu compliqué. Alors, quand on voit certaines études, ça dépend si on se réfère au taux de dépression. Il faut être dans des pays développés, a priori, pour avoir ces taux-là, parce que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Par exemple, à titre indicatif, on s'est aperçu que le Groenland avait le taux de suicide le plus élevé.
du monde. Donc voilà, il y a quand même des pays comme ça. Bon, comme les études sont divergentes, je dirais que je préfère pas donner de pays en tant que tel pour que certains pays se sentent ciblés, mais c'est très variable en réalité. Alors pourquoi dit-on, Doc, que la dépression est une maladie mentale? Alors, c'est parce que c'est une pathologie en tant que telle, hein, déjà, une pathologie mentale, ça c'est certain, qui va toucher, je dirais, l'ensemble de la sphère cognitive, déjà, affective de la personne, et qui va vraiment être très invalidante, hein. Et c'est vrai que, en tant que tel, comme c'est bien répertorié aussi, c'est quelque chose qui est bien étudié avec tous les symptômes, hein, qu'il peut y avoir. On voit qu'il y a une répercussion à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois sur le sommeil, à la fois sur l'appétit, sur la vitalité, sur l'autodépréciation et autres. Et en plus, quand même, il y a toujours un risque, et notamment dans les dépressions graves, de suicide. C'est pour ça qu'on développe aussi parfois en termes de maladie mentale, même si moi je préfère parler de pathologie mentale en tant que telle, hein. Alors, la question suivante touche encore le cerveau. Comment la dépression agit sur le cerveau? Alors, par rapport au cerveau, on voit, pour donner une image, la dépression, c'est un peu comme s'il y avait une panne un petit peu générale, hein, du cerveau qui va toucher plusieurs registres, hein, plusieurs facteurs liés au cerveau. Bah, les pensées, d'ailleurs, les émotions, donc l'affectif aussi, les comportements, et au cours de laquelle ces fonctions cérébrales, elles vont connaître des perturbations. Par exemple, il va y avoir un biais, on va dire, de déplaisir, un biais de négativité. On va voir tout sous l'aune négatif, hein. C'est comme voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bah là, on va le voir toujours à moitié vide, plus l'angoisse associée. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des neuromédiateurs, par exemple, qui étaient largement impliqués. Donc, on s'est aperçu, par exemple, qu'il y avait une baisse de sérotonine, donc qui est liée à l'humeur, hein, aussi, qui était associée aussi. Donc, la sérotonine, c'est le principal, un neuromédiateur. D'ailleurs, la plupart des antidépresseurs agissent sur la sérotonine, hein. De même qu'on va voir des problématiques aussi apparaître sur la dopamine, la noradrénaline, bon, et des conséquences, hein, qui vont être différentes aussi, hein, en fonction de ce qui va être touché. En gros, c'est une spirale négative qui va se mettre, je dirais, en marche, qui fait qu'à un moment donné, ben, on va avoir l'impression qu'on ne vaut plus rien, qu'on va toujours être triste et qu'on ne va plus avoir d'énergie, d'élan pour faire quoi que ce soit. C'est ça. Et qu'on va être complètement anesthésié, hein, d'un point de vue affectif. Donc, c'est comme s'il y avait une panne, finalement, qui touchait un ensemble de réseaux neuronaux, mais qui permet quand même de fonctionner, mais à bas niveau. C'est comme quand un moteur se met en bas régime, quoi, finalement. Voilà, on arrive à survivre à peu près, mais ça ne va pas. Euh, voilà, en gros, hein, c'est pour schématiser, parce qu'après, ça demanderait de rentrer dans des détails neurocognitifs. Alors, qui peut soigner la dépression aujourd'hui? Alors, qui peut? Alors, il y a les médecins, les généralistes, les médecins traitants, qui en général sont au premier plan, hein, à ce niveau-là. Il y a les psychiatres, évidemment, hein, qui sont les prescripteurs aussi, je dirais, des traitements antidépresseurs notamment, mais aussi pour le diagnostic, hein, en tant que tel. Il y a les psychologues cliniciens, hein, qui sont formés en psychologie clinique spécifique, hein, pour ce type de pathologie. Voilà, c'est à peu près les seuls qui sont, on va dire, habilités à traiter les dépressions, hein. Je dis c'est important, alors notamment parce que là, il y a beaucoup de polémiques en ce moment autour des problématiques, là j'avais entendu ça avec Doctolib et autres, de personnes qui veulent soigner tout et n'importe quoi, qui n'ont pas forcément de qualification et même d'expérience et de diplôme pour se faire. Et on ne peut pas adresser voilà, n'importe qui, des personnes qui sont dépressives, quoi. Là, il y a un souci. Voilà en gros, hein. Et quels sont les traitements contre la dépression? Alors, les traitements contre la dépression, bon,
ça va dépendre du degré de sévérité. Si c'est une dépression légère à modérée, une psychothérapie par un psychologue clinicien, quelqu'un qui a une expérience, ça pourra suffire, hein, mais un suivi quand même, je dirais, circonstancié. Toutes les semaines, tous les 15 jours, voilà, avec un bon entourage aussi, hein, des ressources aussi qui vont être importantes. Si elle passe de modéré à sévère, là, il faudra souvent mettre en place, en plus de la psychothérapie, des antidépresseurs pour que ça puisse accélérer un peu le processus de guérison, hein. C'est quand même important. C'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être les deux. En revanche, et d'ailleurs, on s'est aperçu que l'association de psychothérapie plus antidépresseurs, quand c'est modéré à sévère, c'est la meilleure association pour pouvoir traiter ce type de problématique, hein. Sinon, on va mettre beaucoup de temps à se relever de cet état. Et puis, sans compter, je dirais, l'entourage. Après, ça va dépendre des stratégies thérapeutiques, hein, au niveau psychologique. Bon, on peut le soigner avec une approche TCC, comportementale, centrée sur le symptôme. On peut l'aborder aussi dans une orientation psychodynamique. On peut aussi, d'un point de vue, par exemple, de l'hypnose, travailler sur certains symptômes, notamment de l'appétit, du sommeil, de l'humeur dépressive aussi, de l'estime de soi. Voilà, il y a quand même des stratégies. Ce qui compte, c'est d'avoir affaire à des professionnels patentés, voilà, et qui ont de l'expérience. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, Doc. J'aimerais qu'on puisse faire une petite synthèse de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui concernant la dépression au sens large et surtout rappeler en fait à tous les téléspectateurs que la dépression est une maladie à prendre au sérieux, une pathologie, comme tu le disais aussi, à prendre au sérieux parce que souvent on entend oui, bon, elle est dépressive, mais bon, c'est un peu dans la tête, etc. Donc, ça serait bien quand même de pouvoir le souligner afin de pouvoir sensibiliser aussi les personnes. Voilà, la dépression, c'est pas une maladie imaginaire, c'est pas parce qu'on n'est pas blessé physiquement qu'on n'a rien. Ça correspond à une douleur morale, à un sentiment d'autodépréciation, on se déprécie, un état parfois qui peut commencer par un état anxieux, une culpabilité, il y a toujours une autoculpabilité forte, parfois un dégoût de la vie, des plaisirs. On peut le voir, des pertes de poids aussi, des problématiques de sommeil et autres. Et je dirais que c'est un ensemble de ce tableau clinique qui va permettre aussi, par un professionnel patenté, de pouvoir traiter avec un suivi circonstancié qui va s'imposer. Bon, l'avantage, c'est quand même quand on est bien suivi et aussi parfois avec un traitement, quand c'est nécessaire. Je dis que voilà, si c'est nécessaire, l'idée n'est pas de surmédicaliser, eh bien, on s'en sort assez bien. Et plutôt bien même pour certains qui vont connaître qu'un seul épisode dépressif et vont bien se porter après. Merci, DocSem. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci. Merci, Christy, ainsi que les téléspectateurs.